Bonjour tout le monde, mon nom est Philippe et je suis étudiant en biochimie. Allô, je suis Mathéus, étudiant en génie biomédical. Vous écoutez présentement Orders of Magnitude, le podcast dans lequel on parle de science à toutes les échelles, de la plus petite éco-émotion à la catastrophe globale. On parle même des sciences humaines. Aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons reçu Simon Goulet pour venir parler des éco-émotions avec nous. Exactement. Simon Goulet est présentement en train de faire son doctorat en recherche et intervention en psychologie à l'UQAM et il étudie les éco-émotions. C'était très intéressant. On a commencé à parler un peu de comment est-ce qu'on étudie les sciences humaines, parce que on peut pas vraiment contrôler un système aussi bien qu'on le voudrait quand on fait des sciences humaines, si vous y pensez un peu. Ouais, c'est différent des sciences qu'on fait au labo. Tout, c'est très bien contrôlé. Je sais exactement quels réactifs et quelles choses je mets dans mes solutions. Mais avec les humains, c'est plus difficile. On a parlé un peu des connotations des mots et toutes ces choses. Le sujet est parti un peu plus vers les éco-émotions à la fin et comment tout le monde, en tant qu'un groupe collectif, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer notre planète et pour gérer toutes les émotions qui viennent avec les changements climatiques. Exactement. Simon a été activiste pour Extinction Rébellion, donc il est beaucoup engagé et il est beaucoup dans la nuance. Alors soyez prêts à grapple certains concepts et à vraiment essayer de comprendre la nuance dans dans tout le propos. Ça devient même un peu philosophique, un peu au milieu. Donc brace yourselves, on y va. J'espère que vous aimez ça. Bonne semaine. Simon, bienvenue au podcast. Merci de m'accueillir. Je suis vraiment content de t'avoir ici parce que on a souvent parlé d'écologie ensemble, mais on n'est jamais allé en profondeur. Fait que ça va être le fun aujourd'hui d'aller en profondeur. Oh, ça j'aime ça. Alors fait que tu peux commencer par t'introduire un peu, parler de toi, de ta carrière de militant, de ta carrière académique, puis de comment sont liés, et spirituels aussi. Ah, t'es pas sûr que t'es un militant? Ben, c'est toute une... Moi, j'aime beaucoup l'appellation activiste parce que t'as le mot acte dedans, puis militant, tu sais, t'as milite. En tout cas, les mots sont importants pour moi. Mais oui, il y a aussi le fait que ça fait un bon... Ça fait depuis la COVID, je te dirais, que là, les milieux militants au Québec, ça a changé un peu la configuration et tout, particulièrement chez Extinction Rébellion Québec, tu sais, où c'est pas une ONG, là, tu sais, t'es bénévole pas mal. Puis là, ben, j'ai convergé un peu plus mon rôle d'activiste dans la communauté scientifique, pairer ça avec les milieux académiques. Donc, je suis tout nouvellement étudiant doctorant, en fait, en psychologie à l'UQAM. Ouais, je m'intéresse beaucoup à la psychologie environnementale, rôle de l'affect par rapport à la catastrophe socio-écologique et surtout, évidemment, ben l'adaptation. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on a fait l'humanité, tu sais, psychologiquement, philosophiquement, tous les ans possibles pour s'adapter, pour thrive, tu sais, malgré tout. Donc c'est un peu ces questions-là assez micro et macro en même temps. On va parler de micro-émotions, de tout ce qu'on a, de toutes les façons qu'on a de réagir à l'environnement. On va voir ça. On va voir ça. Ça somme up un peu, là. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Je suis dans un projet de recherche avec l'Institut national de santé publique du Québec et l'Institut des sciences environnementales de l'UQAM pour essayer de définir, expliquer, puis peut-être plus tard aussi adresser. Ça, c'est là où peut-être j'entrerai dans l'équation. Toutes les questions de l'engagement éco-social. Comment est-ce qu'on s'engage par rapport à ça? Dans nos vies. L'éco-anxiété, ce terme un peu très très pop en 2019, je pense que ça a été un des termes les plus googlés, ou en tout cas c'était très présent dans la littérature journalistique, marketing et tout. Puis là, évidemment, les milieux académiques se sont intéressés à ça. Un nouveau sujet chaud en académie. Ouais. Quand même pas mal, tu sais. Ouais, un sujet un peu comme qui vient envelopper, je dirais ça comme ça, énormément de sous-construits, des éco-émotions, de tout plein de processus aussi identitaires, en tout cas. Donc, entre l'engagement éco-social, l'éco-anxiété, et toute la question de l'adaptation, donc les stratégies de coping, que ce soit en milieu clinique ou non clinique, comment est-ce que les activistes digèrent ça, puis ouais, quels sont un peu les chemins,
les pathways, les formules, sans évidemment être prescriptif. Mais ouais, comment est-ce qu'on fait? J'aime ça comment vous avez commencé tu as commencé en parlant de comment les mots sont importants. Quand tu parles militant versus activiste, chaque mot vient avec une certaine connotation. Ben oui. Et bon, moi je suis coupable d'être très dans la science exacte, donc biochimie, génie, toutes ces affaires-là. Ça va être un challenge pour moi de suivre des choses plus sciences humaines. On étudie les humains, les émotions, pis tout ça. Je trouve ça va être très intéressant de parler de tout ça. Comment ça change un peu les sciences quand vous avez étudié les humains en fait? Parce que même en relation aux mots, les connotations, dépendamment comment tu interagis avec les humains, ça peut donner un résultat différent, oui. Ben oui. Parce que nous, en sciences naturelles, on est super habitués à avoir un système qu'on peut super bien contrôler. Fait que comment on s'adapte à ça? En fait? Précision pis tout. Ben ouais, comme tu le dis, tu sais, admettons si on fait passer une mesure d'éco-anxiété, tu sais, le mot changement climatique est très chargé politiquement, tu sais, fait que ça il peut avoir plein de contaminations, d'autres choses. Est-ce qu'on mesure vraiment la bonne chose? Versus dans une question catastrophe socio-écologique. Oh, catastrophe. Wow, ok, ça fait qu'il y a plus de chances peut-être d'avoir un peu plus d'affect par rapport à ça. Donc il y a du vocabulaire connoté dans tout ça, puis une partie de la recherche, j'ai l'impression que c'est quasiment de faire des construits ou de créer un vocabulaire qui est utile, parce qu'à la fin, nous, on étudie des gènes. Un gène, c'est un gène, c'est dans l'ADN. Vous autres, si vous étudiez l'éco-anxiété, il faut quasiment le construire avant de pouvoir l'étudier, tu sais. Exact. On en parlait jamais. Puis comment est-ce qu'on s'adapte un peu à ça? Comment on arrime? Ben, on part d'un paradigme, peut-être un peu différent. C'est comme, bon, ben, d'emblée, on sait que ça change. On sait que les humains, c'est complexe. Ouais. Fait qu'on va arriver dans où on va émettre des variables contrôle, mais tu sais, il va toujours avoir des marges de manœuvre. Puis à la fin, souvent des articles, ou parfois un peu plus sporadiquement, ben, la personne qui écrit l'article va émettre les pistes d'action, va émettre comment pour la suite, quels ont été les angles morts, parce qu'évidemment, il y en a, là, tu sais, si dès le départ, tu prends le paradigme de la complexité, tu respectes qu'il y a une complexité, puis que c'est des sciences humaines, et tu vas venir pointer, là, ça, il faudrait peut-être un peu plus de recherche pour ça, ok, ça ici, tout en acceptant, finalement, d'avance que on peut pas cerner la réalité humaine, ou les grandes questions comme l'amour, tu sais, c'est pour rien qu'il y a des millions de pages, des milliards sinon qui ont été des milliards de écrites pages là-dessus. sur l'amour. C'est ça, là. Dans les romans comme dans les articles scientifiques. Ouais, oui, absolument. Donc, puis vas-y. Non, vas-y. Puis, tu sais, les questions des émotions aussi, par exemple, ça peut être une belle interface pour venir plugger de la neuro, tu sais, pour avoir un substrat mesurable avec des localisations et tout, mais selon moi, la clé d'un peu tout ça, c'est d'avoir plusieurs angles. Ouais. Comme la métaphore de quand on a un éléphant devant nous, on a plusieurs lampes de poche, il y a plusieurs angles, comme moi, si j'éclaire seulement juste la trompe, ben je suis convaincu, j'ai la certitude d'avoir devant moi juste une trompe, tu sais. Mais si je communique avec mes autres collègues, tu sais, au travers de mon article, au travers de... Fait que dans le fond, faut toujours que t'assumes tes billets. Faut toujours que tu parles des prochaines pistes pour étudier ça sous un autre angle. Puis c'est quoi la méthode quand t'étudies des sciences humaines? Est-ce que c'est des questionnaires souvent? Est-ce qu'il y a des études qui sont comme vraiment expérimentales? Je sais pas trop. Parce que t'as dit t'ajoutes de la neuro. Quand on ajoute de la neuro, est-ce que c'est des électrodes comme dans les films? Ouais, ben oui, il peut y avoir tout plein de trucs, tu sais, par exemple, tout ça peut se rencontrer en fait, moi je pense. Puis évidemment ça dépend des moyens puis des savoirs que t'as sous la main, puis les gens aussi avec qui tu travailles, tu sais, c'est d'où l'importance justement de l'humilité puis de la complémentarité un peu dans tous ces processus là. C'est vraiment plus dur. C'est plus dur aussi, ouais. Des fois les paradigmes s'entrechoquent puis il peut en émerger des belles choses aussi. Mais oui, de briser les silos, je pense que c'est bon. Puis une des bonnes façons, d'après moi, c'est d'avoir 3 angles un peu d'approche. Tu sais, un subjectif, tu sais, un peu plus qualitatif, un questionnaire par exemple, ou que auto-rapporté que tu vas remplir toi-même. Ok. Après ça, tu peux croiser ça
avec une mesure qui provient ou des éléments qui proviennent de toute la méthodologie d'une deuxième personne. Alors tu vas avoir des observateurs, observatrices qui vont être là, puis troisième, ben là ça peut être un substrat neuro par exemple. T'sais. Puis après ça tu vas venir faire des liens entre ces trois dimensions-là, peut-être même du même phénomène, ou fait que ça rajoute. C'est comme si tu concentrais les lampes de poche pour éclairer un peu plus. Ouais. Ouais. Ou en tout cas, tu Prendre peux... plus de points de vue, là. Ouais, avoir l'image complète. Je pense si c'est même en sciences exactes, la plupart du temps en sciences de la santé, on étudie les humains. On veut comprendre un être humain comment ça fonctionne, mais on peut juste étudier un petit peu de ici, un petit peu de là, mais c'est tellement plus complexe que ça. Et je pense qu'ayant la science humaine avec, on a une tu sais, avec la science humaine, on a l'humain, et qu'est-ce qu'il fait, comment il agit et tout ça, ça donne avec les deux ensemble, on a une meilleure capacité de, tu sais, avoir la vraie image de qu'est-ce qu'on veut, hein, les réponses qu'on veut avoir. Absolument, puis le dialogue entre les deux. Bring back dialogue, please. Et bon, aujourd'hui, on va parler du changement climatique. Ouais, for sure. Après cette petite tangente sur les sciences humaines et les sciences naturelles. Ben c'est une question importante, là. Ouais, le changement climatique, est-ce que tu peux juste nous mettre un peu dans la même page? Où sommes-nous avec le changement climatique maintenant? Là? Oui. Mets-nous à jour, parce que c'est pas tout le monde qui lit tous les articles. Là. On sait que c'est problématique. On sait qu'on est dans la merde, mais à quel point on est dans la merde? À quel point on est dans la merde. Assez... En même temps, je pense qu'il peut coexister deux histoires. Tu sais, vraiment une histoire que, oh my god, on est déjà à 1.2 degrés, 1.5, là, c'est 2 degrés, il faudrait que ce soit le maximum. Mais en même temps de tout ça, cette histoire-là qui... Fait qu'on est à 1.2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Ouais. 1.2 degrés de quoi? On parle de Celsius par rapport à la température d'avant? Oui, exactement. Température moyenne sur la Terre. Moyenne de la Terre, oui, les températures pré-industrielles, là, avant tout ça, tous les appareils qui font en sorte qu'on peut faire des podcasts. Puis là, tu me dis que on veut s'en aller vers le 1.5, comme c'est l'objectif. Maximum. De l'accord de Paris. Okay, exactement. Puis là, on parle de plus en plus de 2, parce que le temps avance, l'urgence avance. On atteint quand le 1.5 actuellement, là, selon les projections? À cette vitesse-là, ben, tout dépend de qu'est-ce qu'on fait. Si on continue sur la trajectoire un peu actuelle, on en a pas pour trop longtemps. Après ça, il y a des marges d'erreur, puis c'est des phénomènes extrêmement complexes. Puis de résumer ça à 1.2 degrés, ça nous donne une indication, un nombre et tout. Mais en même temps, t'as les changements climatiques, mais il y a toute la biodiversité qui est le tissu, en fait, qui tenait et qui tient encore de peine et de misère, ou en tout cas, tranquillement, c'est en train de se décomposer, tu sais. C'est multifactoriel. C'est multifactoriel, tu sais. Il y a la biodiversité, il y a les changements climatiques, il y a les feedback loops aussi, les boucles de rétroaction actives qui, tranquillement, amorcent... vraiment plus de dérèglement de tous les grands systèmes biophysiques tels qu'on le connaît. Un des plus notables, par exemple, c'est la fonte du pergélisol en Arctique, qui va libérer des quantités astronomiques non encore... On n'en a même pas encore l'idée de c'est combien de méthane dans l'atmosphère, qui est un gaz 27 fois plus puissant que le CO2. Donc, il y a plusieurs... Pardon, vas-y. Le méthane est plus puissant à quoi en relation au CO2? Par rapport au CO2. En termes de gaz à effet de serre. L'effet est 27 fois plus. À créer l'effet de serre. Exactement. Okay. Le réchauffement. Exactement. Puis on parle de réchauffement climatique comme quelque chose qui est macro, qui est grand, qui est global, qui est mais comment est-ce que ça s'exprime sur Terre, au travers des variations des saisons, au travers des lieux aussi où est-ce qu'on est. On sait qu'au Canada, ça va beaucoup plus vite. En Arctique, ça va énormément plus vite qu'admettons en Afrique. S'il va y avoir une incidence, puis déjà aujourd'hui, c'est mesuré. Donc, tout ça fait peur. Toute cette histoire-là, ces faits-là, un peu tout cru. Tu sais, les humains, je pense pas qu'on a évolué pour ça, là, maintenant. Pour se rendre compte, ouais. Quoique. Deuxième histoire, tu sais, moi, je pense que c'est pour paraphraser Joanna Macy, qui est une grande éco-psychologue, théoricienne moderne des systèmes modernes. Et puis moine bouddhiste aussi. Puis elle a dit, what a wonderful time to be alive. Tu sais, finalement, ça se transforme. Enfin,
certaines conditions, tu sais, un miroir est posé devant l'humanité pour dire « Hey, regarde-toi! » Puis nous, on est comme « Non! Non! » Il y aurait jamais eu autant de possibilités de sens que t'es en train de dire. On n'aura jamais eu une époque où est-ce qu'il y a une catastrophe aussi grave qu'on peut se donner autant de sens. C'est ça, on parle beaucoup de crise climatique, de crise. Selon moi, on fait face aussi à une catastrophe, plutôt. Parce que on parle beaucoup de mitiger les dégâts et tout, mais comme, faut déjà accepter que notre civilisation, tu sais, c'est déjà un peu on its way. Mm-hmm. On va prendre une petite pause. Ouais, on va prendre une petite pause. C'est reparti, là. Parle-nous un peu de Joanna Macy. Joanna Macy éclaire a éclairé puis continue d'éclairer à maintes reprises certains épisodes un petit peu plus noirs de moi qui lis beaucoup d'articles scientifiques, mais aussi sur notre relation, les éco-émotions, la peur, tout ça, tu sais, ça peut être lourd, puis mais en même temps, c'est ça, comme si tu y penses 2 secondes, tu sais, on parle souvent de crise climatique, de crise environnementale, de crise socio-écologique aussi, parce que c'est un phénomène qu'on partage collectivement, dont on est responsable collectivement. Mais en fait, plutôt, si on regarde un peu la situation, les faits, ça ressemble un peu plus à une catastrophe socio-écologique, puis une catastrophe, nécessairement, implique une transformation. Puis comme, justement, dirait Joanna Macy, puis ça, je dirais que c'est comme une espèce de mantra ou quelque chose qui me fait du bien, qui fait en sorte que je peux voir aussi ou être en contact avec le positif dans tout ça. C'est « What a wonderful time to be alive ». Quel moment merveilleux, tu sais, de réenchantement, que maintenant, quand tout va se transformer, quand tout se transforme, sans évidemment dénuer tout ça de toute la souffrance qui est vécue déjà là puis qui va être vécue, ça c'est sûr, mais c'est que les deux coexistent, puis que c'est une occasion aussi qu'on a, puis en fait c'est un peu plus comme une injonction là, parce que on va devoir, on est obligé de se serrer les coudes. On est obligé de passer au travers de ça, puis un des bons moyens pour commencer un peu ce chemin là, pour comme moins que la peur est, je dirais, une emprise sur nous, que l'anxiété est moins une emprise, la dépression est moins une emprise. Puis le déni, évidemment, ben c'est d'accepter un peu l'état des faits et puis thrive, partir de là. Tu sais, c'est au lieu d'être dans un perpétuel what if, genre qu'est-ce qui se passerait si, tu sais, une espèce d'appréhension du futur un peu trop grande, tu sais, trop abstraite. Tu sais, c'est un hyper objet, les changements climatiques là. On n'a pas vraiment une mainmise comme on était censé. Comme je disais tantôt, l'humain n'a pas évolué pour faire face à ça. Absolument pas. Nos mécanismes psychologiques, c'est peut-être un rite de passage pour évoluer, tu sais. Ouais. Pour comme un peu revoir à quel point on est interconnecté, tu sais, à notre environnement, puis à partir de là, de belles choses déjà là se produisent. Après ça, on doit soutenir ce mouvement-là de transformation, c'est un peu ça notre appel. Criant. Ouais, donc pour finir un peu notre bilan, parce que c'est justement, tu me donnes un peu d'espoir là. Tu me dis déjà peut-être on est déjà en train un peu de faire des formules de mitigation, on est déjà un peu en train de se serrer les coudes. Est-ce que dans notre réponse, qui est pas great présentement, puis qui est pas génial, il y a des petits points positifs qu'on peut tirer? Est-ce qu'il y a déjà une petite collaboration? Est-ce qu'il y a déjà un mouvement qui s'engrange? Puis est-ce que tu peux nous parler un peu de ce mouvement-là aujourd'hui? Tu sais, pas quelque chose, pas des choses dans le futur, là, quelque chose de concret. Qui se donne, là. Ouais. Je regarde aussi, tout ce qui s'est donné aussi dans le passé, tu sais, toutes ces personnes-là de qui on hérite ces savoirs-là. Et malheureusement, on a oublié énormément de choses, tu sais, de où est-ce qu'on vient, de comment faire de la bouffe, de comment, tu sais, pratiquement être humain sans dépendre d'Amazon, par exemple. Puis, parce qu'on est un peu comme enroué dans un business as usual. Puis c'est correct, tu sais, il faut partir de là.
Puis il y a des initiatives, tu sais, la nature elle-même est résiliente. Puis nous, on l'a peut-être un peu oublié, mais on est aussi de la nature, là, tu sais, il y a ça aussi qui existe en nous. Ouais, ça c'est déjà positif, mais C'est ça. il y a aucun mouvement global Capacité qui te innée. ou il y a aucune initiative qui te dit aujourd'hui OK, on s'en va vers du positif. Tout est à faire dans le futur, t'es en train de dire. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent qui se font maintenant. Et ça existe. Encore là, c'est un peu David contre Goliath, là, on va se le dire, là. C'est pas... Il est où l'argent? Il est pas dans les Il est pas ONG. chez Jeff Bezos. C'est ça, ça s'en va dans l'espace, puis... En tout cas, tu sais, c'est à quel point on est déconnecté, on s'en va sur une autre planète. Mais oui, il y a plein de trucs qui se font, il y a des savoirs aussi qui commencent à être réinterprétés, tu sais, des certains savoirs ancestraux. Si je pense juste à tout ce qui se fait en agriculture, tu sais, au Québec comme initiative, dans le biologique, on voit un vent de changement aussi. Ça reste très petit. Évidemment, c'est marginal, mais évidemment que ça va venir du marginal. C'est tout changement est bottom-up. Pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais c'est des Vas-y. petites graines qu'on plante, Oui, oui. comme l'agriculture Exactement. biologique, puis qui peut devenir plus grand. À ce qui paraît, tu m'avais parlé du fait que l'agriculture biologique, elle pouvait être plus productive que de l'agriculture, de la monoculture. Ouais. Tu m'avais parlé de ça l'autre jour. Ouais, tout dépendamment de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce il que y en avait à t'entends, haut toi, par... rendement, là, que tu m'avais dit. Ouais, un Attends, c'est rendement... quoi la différence entre les deux, là? Monoculture, grand champ de maïs, beaucoup d'intrants, de pesticides pour justement contrôler la nature. Ah, il faut la contrôler pour pouvoir lui tirer le plus possible. Ouais. Puis pas qu'il y ait aucun autre intrant que ça soit moi qui décide, tu sais. Pour pas qu'il y ait de mauvaises herbes ou de petites mouches. Si elle a de l'azote, j'y ai donné l'azote. C'est J'ai ça. pris l'air. C'est assez contrôlé, tu sais. Versus, tu sais, une agriculture qui prend en compte un certain laisser-aller, puis aussi qui... Tu dis, OK, bon, ben là, j'ai des mouches qui viennent, OK, mais de voir le problème... Dans le problème, ben, peut-être qu'il y a une solution aussi. Tu sais, après ça, si jamais j'ai trop de limaces sur mes crucifères, sur mes brocolis, ben, je vais peut-être avoir des canards. Les canards, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont déféquer, ça va faire, tu sais, la roue tourne. Ouais. Fait que c'est de s'inspirer de comment est-ce que tu sais, tu me parlais d'espoir tantôt. Tu me parlais d'espoir. Où est-ce qu'il y en a? Il y en a partout! C'est Il y ça, en a des partout. petites initiatives comme ça, comme Oui. l'agriculture, qu'on se rend compte que quand on crée un écosystème autour de notre agriculture, on a un meilleur rendement. Tu m'avais dit que c'était plusieurs fois plus, là. Oui, T'avais oui, travaillé dans oui. une ferme, c'était quoi déjà? Ouais, ben c'est de la bio-intensive, c'est des La modèles bio-intensive. d'agriculture qui reprennent certaines philosophies, certaines techniques Ancestrales. à la permaculture, donc ancestrale, puis justement qui reconnaissent les grands mouvements de la vie, tu sais, la vie est faite comme ça, il y a des saisons, tu sais, il y a ça ici, ça aime, le brocoli aime être avec ça, le basilic aime ça être avec les tomates, fait que là après ça, ouais, en tout cas, il y a plein de 1001 secrets. Puis à la fois c'est ancestral, à la fois ça doit être un peu scientifique. Ça doit être un Mais peu, oui. ils mesurent ces affaires-là, puis là Oui. ils mettent leurs tomates. Fait que c'est spécial. C'est comme une belle interface, encore une fois. Mais oui, puis c'est une science intuitive aussi, tu sais, de l'essai-erreur, du tâton. Tu sais, on parlait de complexité tantôt, c'est tellement complexe. Fait que là, OK, t'acceptes de jouer dans la complexité. OK, déjà là, je vais pas contrôler tout, mais il faut quand même que je contrôle certains trucs. Faut que j'ai mes balises. Faut que je mange, tu sais. Puis à partir de là, tu peux développer d'autres méthodes de savoir, comme avec l'écologie mentale. Tu sais, c'est quoi ma tristesse, qu'est-ce que je ressens? Ça provient de où? Mais c'est parce que j'aime la nature, finalement, tu sais. Ok. Il y a un objet significatif il y a une perte, il y a un loss, tu sais. Puis après ça, il y a probablement tout un processus de colère, de négociation qui est idiosyncratique, qui est unique à chaque personne, tu sais, il y a ça aussi. Ouais. Fait que c'est d'allier la complexité théorique, le très minutieux au phénomène complexe, infiniment complexe que tout ce qu'implique la catastrophe socio-écologique, tu sais. Ça, tout dépend de ça, puis on a besoin de tout. On a besoin de tout le monde. J'aime ça qu'on parle beau. d'espoir. C'est une émotion de l'espoir.
Oui, donc on parle des éco-émotions, les émotions liées à l'environnement. Mhm. Souvent, quand on essaye de penser à une émotion liée à l'environnement, on va penser au changement climatique, on va penser à des choses mauvaises, préoccupation, anxiété, tristesse, même du deuil, des choses comme ça. Mhm. Et là, on vient de dire de l'espoir. Ça, c'est une bonne émotion. Mais ça existe. oui, mais mettons-nous encore un peu plus dans les émotions, les éco-émotions. C'est quoi les éco-émotions spécifiquement et est-ce que vous étudiez des éco-émotions spécifiques? Ok. Spécifiquement, une émotion, je vais y aller large, puis ensuite spécifique. Qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion en latin, c'est emovere. Et c'est quelque chose qui nous met en mouvement. C'est que j'ai de la colère, je peux faire de quoi avec mes mains, là. Il y a quelque chose, il y a une limite qui a été outrepassée, il y a de la colère, il y a de l'injustice. Il y a aussi peut-être une perte, certains trucs. Fait que c'est, finalement, les éco-émotions, c'est des émotions vécues en lien significatif avec notre environnement, cette grande écologie-là, de cette toile intriquée de la vie duquel on émerge en tant qu'humanité, puis qui maintenant, avec toutes les implications qu'on connaît, tu sais, cette toile-là est en train de se défaire, puis nous, ben on est une forme de vie, puis on est bougé par ça, tu sais, c'est ok, il y a de l'insécurité, il y a une atteinte à notre existence, tu sais, en tant que personne, en tant que famille, en tant que collectivité, en tant que société, en tant que pays, en tant qu'humanité. Fait que ça vient chatouiller. Vraiment. Ça vient chatouiller, ça peut être extrêmement difficile de se réveiller un peu de la magnitude de tout ça. Puis jeu de mots. Oui. Mots de jeu. Puis il existe donc toute une constellation d'émotions reliées à ça. Puis comme tu l'as dit, il y a comme quelque chose qui est positif, quelque chose qui est négatif. Tu sais, il y a des émotions qui sont enfin, ok, un peu de ça, je me sens un peu plus léger. Il y a de l'espoir, ok, il y en a, ça existe, ok. Puis il y a aussi comme la culpabilité, man, ça existe, mais moi je fais rien par rapport à ça. Non. Puis là, il y a la dépression aussi, tu sais, il peut avoir... C'est toujours intriqué, fait que tu peux les voir en tant que contenu. Ok, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Mais aussi en tant que processus. Parce que ces émotions-là sont reliées, j'imagine. Quand tu fais de l'éco-anxiété, tout d'un coup... Parce que l'éco-anxiété, selon ma recherche, c'est comme la reine des éco-émotions pour l'instant, parce que c'est la plus étudiée. Ouais. Puis en dessous de ça, il y avait l'éco-deuil, l'éco-souciance, le worry, là. Oui, exactement. Il y a une panoplie de... Mais là, l'éco-dépression s'en vient. Puis l'éco-dépression, c'est comme quasiment une émotion secondaire de l'éco-anxiété ou quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont ça vient plus ensemble. primaires ou est-ce qu'elles sont toutes sur le même pied d'égalité? Moi, je les vois quand même... Si on voit le truc un peu en tant que processus, je pense que il y en a qui révèlent un peu plus de concomitance, de connaissance entre elles. Donc, quand il y en a une, il y a un peu plus de l'autre. Tu sais, tu me parlais d'anxiété. L'anxiété, dans le monde clinique, vient souvent avec la dépression. Puis la dépression, on est comme, non, ça c'est pas bon, ça, la dépression. C'est humain. Tu sais, ça a une fonction, la dépression, tu sais, dans notre psyché, là. C'est pas là pour rien. Fait que il peut avoir des good sides à ça. Tu sais, ça peut la dépression, c'est un repli vers soi, tu sais, il y a moins de mouvement pour regarder qu'est-ce qui se passe. Ça peut donner tandis que la colère, l'action... Ça peut donner un break, dans le fond. Ça peut donner un break. Puis, dans nos sociétés, ces émotions-là sont souvent, je sais pas le terme en français, dichotomisées. Oui. Ouais, puis parce qu'elles sont bonnes, sont mauvaises. Exactement. On dit l'anxiété, c'est mauvais. L'espoir, c'est bon. Prends ça, prends pas ça c'est pas bon. Mais, tu sais, les deux vont ensemble, tu sais. Si t'as pas wake up, un peu tout ça, si t'es pas réveillé, pis que t'as pas eu vraiment mal, pis que t'as pas réalisé l'atteinte existentielle, comment est-ce que tu veux véritablement te mettre en action puis faire autre chose que recycler? Tu sais, d'opérer vraiment un changement qui est un changement d'égard, mais aussi de regard. Comment est-ce que tu vois le monde, ta relation au monde, qui est à ta mesure aussi, parce qu'on est humain, là, puis il y a rien qui est parfait, puis nous aussi, on a nos saisons. Ben oui. Tu sais, ça se peut qu'il y ait de la colère, de l'éco-colère, un peu de dépression après parce que ça a pas marché, l'action qu'on voulait mettre en branle, toute l'idée d'efficacité, puis surtout l'idée de
C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un langage, un vocabulaire en sciences, dans tous les types de sciences, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir communiquer, puis avancer collectivement au travers de ça. Puis de nommer les émotions, comme dans tout processus thérapeutique, c'est de partir un peu de l'inconnu, de choses qui sont un peu proto-émotionnelles avant l'émotion. Donc là, on peut parler un peu plus de l'affect. C'est quoi l'affect des changements climatiques? C'est quoi qu'il y a dans l'ambiance, qu'il y a dans l'atmosphère? Il y a de la peur, il y a de l'anxiété, tu sais, on veut pas trop regarder là, fait qu'il y a du déni, tu sais. Qu'est-ce qui est là? Puis ça aide à avoir des prises, avoir un peu, ok, je peux avancer dans la réalité. Je peux faire mon bout. Un petit pas à la fois. Un petit pas à la fois. En tant qu'humain, là, c'est important, là. Parce que souvent, tu sais, quand tu t'ouvres à la magnitude de la chose, ben ça peut agir comme un poids sur toi. Puis t'es comme, oh non, j'ai le poids du monde sur mes épaules. Ça peut être un peu plus rough, tu sais. Mais ouais. De se voir comme un être collectif, ça aide beaucoup. Puis se voir comme humain, tu sais, faut humaniser le truc. Là, on n'a pas des super pouvoirs et tout. Mm-hmm. On a des limites. Et pour votre étude, c'est quoi les émotions que vous étudiez? Un peu de tout. Je sais pas encore aussi. Après ça, mon cadre théorique, je suis en train d'étudier. On est en train, justement, de... Un cadre théorique, c'est quoi? Juste pour être sûr, oui, là, oui. Ben, c'est moi, est-ce que je m'en vais me baigner dans l'eau ou dans du jello? Tu sais, c'est quoi? Est-ce que je vais devoir apprendre des cours de crawl fait que c'est un peu les concepts. Les grands auteurs, le paradigme, c'est-à-dire comment est-ce que je vois les choses. C'est la lampe que tu utilises, dans le fond, pour étudier. Comme on disait tantôt, il y a plusieurs points de vue. Exactement. Puis toi, c'est quelle lampe qui t'intéresserait? Mes repères. J'aime beaucoup l'angle existentialiste. J'en parle un peu depuis tantôt. Là. Ouais, ça m'intéresse énormément. Puis dans la littérature, tout comme dans le gros bon sens, tu sais, on sent que c'est assez existentiel, un peu tout ça. L'éco-psychologie m'intéresse beaucoup. Donc, un peu les questions aussi philosophiques, mais aussi, je trouve, pour communiquer tout ce qui est psychosocial. Tu sais, c'est quoi l'engagement, quelles sont les dynamiques d'engagement. Ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est collectif, le changement passe par là. Pour nommer un auteur, j'aime beaucoup Viktor Frankl. Qui est un neurologue, un psychiatre de pas pire renommé, autrichien qui a passé par les camps de concentration puis qui a écrit sur le sens. Puis le sens étant l'ultime motivation humaine, tu sais, avant même le plaisir, avant même cette espèce de volonté de puissance qui caractérise un peu nos sociétés. Fait que tu veux vraiment étudier comment trouver du sens. Comment trouver du sens à travers nos émotions. À travers l'adversité. Puis une façon de faire ça, c'est au travers de l'affectif. Ok, moi je ressens de la colère là en ce moment. Puis de personne en personne, ça se tisse, tu sais, puis ça valide surtout. C'est comme, ah, ok, c'est normal. Je suis pas tout seul, ok, ça existe dans la littérature. Ok, il y a des gens qui se penchent là-dessus. Puis, tu sais, on le sait bien que, ad nauseam, on est saturé. Absolument. De faits, de 1,5 degré, de 2 degrés, de on va pas assez vite, ça ne va pas bien. Tu sais, c'est la section environnement dans les journaux, c'est pas mal juste ça. Fait que de parler d'affectivité, d'émotion, ça peut ouvrir aussi à qu'est-ce qui est positif, ou dit comme positif, ou ce qui ou nous permettre alimenter, tu sais, le changement. Permettre de prendre ces émotions-là, puis d'un peu savoir quoi faire avec. J'imagine que toi, c'est comme ça que tu vas donner du sens à ta recherche, non? De prendre tes émotions, de comprendre comment prendre des émotions, parce qu'ils sont souvent attribués comme étant négatives. Oui. Puis c'est ça que tu me disais tantôt, les émotions sont pas dichotomiques. C'est des émotions, c'est ton corps qui dit quelque chose. C'est ça. C'est un message. C'est un message. Puis c'est pour ça que t'as dit tantôt qu'on a peut-être évolué pour un peu être adapté pour la catastrophe climatique. C'est qu'on a des émotions qui viennent avec ça, donc nos émotions nous guident un peu à travers ça. Mais oui, absolument. Tu sais, puis on a aussi un cortex orbitofrontal là, qui nous dit what's up, on peut faire des mots, on peut communiquer ensemble, tu sais, pour tisser du sens, pour
trouver quelle action a plus d'allure? C'est quoi les leviers de changement? Qu'est-ce qu'on peut identifier? Quels sont les chemins? Qu'est-ce qui marche pas? Comment est-ce que ça fonctionne, le déni climatique? Globalement, tu sais. Parce que c'est ça, le déni climatique, c'est fascinant parce que je pense que ça doit être l'éco-émotion, si ça existe, la plus intense, là. Parce que la majorité des gens sentent qu'il y a une urgence, mais la majorité des gens achètent des bébelles sur Amazon qui ont été shippées de je sais pas trop où, qui ont été faites dans des sweatshops, puis on se sent pas particulièrement mal quand on les reçoit. Fait que ça, c'est vraiment... pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça, que on peut avoir des émotions aussi contradictoires, puis vivre notre vie quand même bien, malgré le fait qu'on vit des émotions d'éco-anxiété, d'éco-deuil même. Oui, moi, comme ça peut coexister. Ouais, ce serait intéressant de comprendre aussi les gens qui pensent que ça se passe pas. Tu sais, on voit beaucoup de gens qui disent ben non, ça existe pas le changement climatique. On voit aux États-Unis les politiciens juste un peu avant, ils se disaient mais non, le changement climatique ça existe pas, on n'a pas besoin de rien faire. C'est intéressant qu'il y ait encore du monde qui croit que ça existe pas, mais avec tout ce qui se passe, juste la semaine passée, New York était sous l'eau. Fait que chose qu'on voyait pas il y a quelques années là, tu sais. Je pense que ce serait intéressant aussi de comprendre dans la tête de ces gens, pourquoi est-ce qu'ils ont pas, ça n'a pas encore cliqué pour certaines personnes. Et ça me fait penser les éco-émotions. Est-ce que la littérature, ça montre que ça change dépendamment de position géographique, où les gens sont dans la planète, l'âge, la personnalité. Quels sont les facteurs qui peuvent mener à un pop? Oh my god! Tu connais ça, toi, des facteurs de personnalité, des facteurs politiques qui font en sorte que tu vis plus d'éco-émotions que d'autres personnes? Plein de facteurs. L'interface est si complexe. Si on y va un peu plus personnalité, un peu plus intrapersonnel, comme source, par exemple, d'éco-anxiété, on peut avoir la prédisposition. Est-ce que la personne est anxieuse en général? Ça peut venir, comme devenir un objet d'anxiété. Mais il y a déjà une certaine prédisposition chez la personne à vivre de l'anxiété. Donc, l'éco-anxiété, here it comes, yeah! Genre, ça c'est comme poche quand même, là. Exactement. C'est comme une de plus. Ouais, une de plus, mais en même temps, ça peut faire en sorte que la personne dépasse un certain seuil, tu sais, qu'elle accepte plus cette souffrance-là ou cette condition qu'elle vit, puis qu'elle est comme, bon, là, je vais changer. Là, ça suffit. Absolument. là, il y a de la colère, là, tu sais, dans mes mains, je vais faire les choses, puis on va changer les trucs. Fait que ça peut. L'âge, souvent on peut penser que les jeunes, vu que notre futur est dépeint comme quelque chose qui est tout sauf plaisant et gambadant dans la prairie, là, tu sais, c'est très aversif, là. Ça vient chatouiller tous ces mythes là d'apocalypse et tout, puis de est-ce qu'on va avoir des enfants au travers de ça? Fait que ça vient porter atteinte à tout ce qu'on pensait être vrai. Pour les jeunes. Ben oui, pour les jeunes. Fait que ça peut être pour les jeunes, puis aussi pour les personnes plus âgées aussi. Tu sais, quand quelqu'un est à la fin de sa vie, proche de la mort, regarde ses enfants, qu'est-ce que j'ai légué? Oh my god. Ouais, eux aussi sont peut-être proches de la mort, tu sais. Exactement. Somehow. C'est... Fait que comment est-ce que l'existence, la mort vient aussi, tu sais, en société aussi, quand t'es un peu pris dans le business as usual, tu sais, dans la machine, ça peut faire aussi en sorte que ton quotidien, les gens qui t'entourent, c'est moins présent ces questions-là, tu sais, parce que il y a des volontés aussi très politiques de garder le discours tel quel, de non ça va aller, on va mettre des green energy, puis on va faire de l'éco-blanchiment, ça va bien se passer, moi je vais avoir de l'argent, pas toi, mais ça on se le dit pas. Moi, je vais m'en sortir. Tu sais, on est dans la même tempête, mais on n'est pas dans le même bateau. Il y a des bateaux pas mal mieux que les autres. C'est une belle image, ça. On est dans la même tempête, mais on n'est pas dans le même bateau. Ben oui. Au Bangladesh, qui est un pays qui se passe pas très très bien en termes de tu sais, c'est en dessous de la mer. Le niveau de la terre est en dessous de la mer. Puis comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir s'adapter? Fait que tous les pays insulaires, tu sais, quand on pense au nord du Canada, les populations inuites, il y a beaucoup de littérature à ce propos-là.
comment est-ce que... Oui, je pense que dans les facteurs, il y a géographiquement. Est-ce qu'il y a une grande distance géographique et donc psychologique entre toi et les changements climatiques, la perte de la biodiversité, mais aussi la valeur que t'accordes au vivant, à ton territoire. Est-ce que ton territoire, tu dépends de l'intégrité de sa glace, de la glace qu'il y a pour te déplacer et chasser? Fait que ça peut, tu sais, c'est... Moi, s'il fait un peu plus chaud, je peux me commander un air climatisé, puis... Mais la personne, s'il fait un peu plus chaud, elle perd son moyen de subsistance, tu sais, de la chasse. Parce qu'un enjeu auquel tu tiens, à ce que je comprends, puis qui est très peu étudié, c'est le fait que on a de plus en plus une culture uniforme, comme tu dis. Toi, tu peux te commander de la bouffe de loin, on a accès à des supermarchés avec de la bouffe qui vient de partout dans le monde, on a de l'air climatisé aussi. Tout est sous la main. Tout ça. Tout est facile. Puis, ça, c'est d'être un occidental riche dans un pays nordique. Là. Ouais, c'est une partie de l'humanité. Puis souvent, puis c'est cette partie-là de l'humanité qui domine, qui fait les études aussi. Oui. On entend souvent parler de l'acronyme WEIRD, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. W, ça veut dire Western. Ouais. E, ça veut dire Educated. Ouais. I, ça veut dire Industrialized. Ouais. R, ça veut dire Rich. Ouais. Puis D, ça veut dire Democratic. Ouais, puis même Puis le W, il ça peut dire white aussi. C'est ça aussi. Yes, it is. Mais c'est pas là pour rien. Ouais, fait que tout ça, c'est ces gens-là qui font les études, right? Puis c'est ces gens-là qui sont dans les études psychologiques aussi. C'est souvent des jeunes étudiants qui vivent sur les campus universitaires. Fait que toi, ce que t'es en train de me dire, c'est il faudrait aussi prendre en compte les autres cultures, mais aussi s'inspirer d'eux pour le changement. Puis comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres cultures? Comment est-ce qu'on pourrait faire un changement de paradigme aussi? Parce que c'est peut-être ça que ça va prendre, je sais pas. On peut en discuter, là. Ben oui, ça m'intéresse beaucoup, les changements de paradigme, tu sais, à cette ère de catastrophe et donc de transformation et donc d'appel à ce changement de paradigme-là. Ben, sur ce, tu sais, depuis puis même avant les premières industrialisations, dès qu'on a commencé à séparer la nature de nous, tu sais, de l'humain est supérieur. En plus, tu sais, on a placé l'humain au top de la pyramide. On s'est fait plein de projets d'ego, en fait, parce qu'on a un peu peur de la mort, puis on veut du confort, pis des grosses maisons, puis... Avant les changements climatiques, on n'avait rien pour notre soif existentielle, fait qu'on se faisait des grosses maisons. Exactement. Puis après ça, c'est comme, ok, je pense qu'on a passé certains seuils. Puis, ben, il y a plein de cultures n'ont jamais vécu comme ça. T'sais, puis vivaient de façon pérenne, puis vivent encore, c'est ça aussi, de façon pérenne, puis je pense que je me souviens plus exactement des chiffres, mais 5% des personnes sur Terre sont des personnes autochtones ou descendantes, ou métissées, je me souviens plus de la statistique, là. Puis ces personnes-là protègent 80% de la biodiversité qui reste. Fait que tu sais, sont où les leviers de changement, là, ou de protection, de conservation, de tout ça? Fait que s'inspirer d'eux, après ça, c'est important de spécifier qu'est-ce que s'inspirer. Parce qu'il y a plein de dynamiques de pouvoir, encore là, tu sais, dans comme la science, même le discours. Je pense que ta question prenait ça implicitement aussi, qu'il y a des dynamiques de pouvoir au travers du discours scientifique. Ah, ça, c'est la vérité. La vérité, c'est cette étude-là, la vérité est blanche, riche, industrialisée. Non, la vérité, c'est que le monde brûle, tu sais. Fait que bon, ok. C'est quoi les autres vérités? Quelles sont les autres façons de rentrer en contact avec cette vérité-là qui bouge, tu sais? Puis aussi, on n'a pas le cerveau assez complexe. Il est quand même pas pire complexe, là. Mais pour comprendre tout, tu sais, fait faire preuve d'humilité par rapport à ce tout-là, à la nature, à d'où est-ce qu'on vient. Puis au travers de ça, il y a plusieurs mythes, plusieurs figures, comme la terre-mère, tu sais, qu'on entend aussi. Ben, la terre-mère, tu vas pas venir extraire des ressources de la personne qui te nourrit à outrance, tu sais, tu veux prendre soin de ta terre-mère. Fait qu'il y a plusieurs choses, même dans la culture occidentale, tu sais, je pense au Moyen-Âge où il y avait des mouvements qui étaient beaucoup plus je me souviens plus exactement, ça paraît un peu évasif, là, mais qui étaient plus
proche de la nature, tu sais, dans toutes les dimensions des rapports humains-nature, que ce soit la bouffe, tu sais, aujourd'hui, on sait pas d'où ça vient, tu sais, il y a des enfants qui pensent que tout, les enfants qui connaissent mieux le nom des marques que comme Adidas, puis tout le monde, Lacoste, puis tout le monde, Ouais. tu sais, versus connaître les feuilles un des séquoia, arbres. je sais pas de quoi ça a l'air. Exactement. Mais C'est ça. Nike, le checkmark, je le connais. Puis on a oublié ça. Puis on a oublié d'avoir des émotions par rapport à ça aussi. Fait que tu sais, c'est Pas tout à fait. pas tout à fait exactement. Hmm. Pas tout à fait. Merci. Mais je trouve, je me demande comment ça change. On parlait, dépendamment du pays où tu es, les émotions peuvent changer, ça affecte Mhm. plus de gens. Je me demande j'ai l'impression que toute la problématique environnementale, elle est devenue de grande importance, surtout dans les pays riches, dans les pays comme le Canada, les États-Unis, en Europe, parce que c'est tout ce qui reste pour ces gens. C'est tout ce qui reste pour les gens de se préoccuper. Ils ont pas Exact. pensé à d'autres choses. On a le temps. Exactement, on a le temps. Mais si tu vas en Amérique du Sud, si tu vas au Brésil, par exemple, maintenant, je tiens le pied à cœur, je viens de là-bas, il y a beaucoup plus de choses qui doivent être réglées avant. Mettre de la bouffe sur la table. Exactement. Et donc, c'est difficile de avoir la conscience dans ces places-là on doit faire quelque chose pour le restant de la Terre. Mais oui, exactement. Puis ça vient faire écho à la responsabilité. Elle est où la responsabilité du C'est ça changement? l'implicite, hein. Mhm. C'est nous. White, men, rich, industrialized, Exactement. educated, somehow, c'est nous, là. Mhm. Puis quand tu regardes la responsabilité historique, et très dynamique aussi, mettons de la colonisation, par exemple. On a colonisé ces pays-là, on leur dit « Hey, prends ma vérité, c'est la vraie vérité, puis on va extraire tes ressources. Mhm. » Puis après ça, on va mettre en branle tout un paradigme de confort puis de ressources. Tu sais, on est toujours là à avoir plus de ressources, à vouloir plus, tu sais, toujours un peu plus à outrance de cette croissance infinie dans un monde fini. Mhm. Faut que C'est- ça atteigne un plateau, ouais. C'est ça. Puis on a plus de responsabilités, comme tu Oui. dis. Puis de moyens. Puis de moyens moyens, aussi. oui. Exactement. C'est Ouais. ça, de temps de s'en préoccuper. OK, préoccupation, c'est l'initiation de peut-être quelque chose, tu sais, la Mhm. préoccupation. Mhm. Quelque chose me préoccupe. C'est quoi ce chose-là? OK, je vais peut-être m'adapter un peu plus dans un perspective de problème-solution. Ouais. OK, problème-solution, j'ai identifié mon problème, il y a peut-être une solution dans mon problème. OK. Ouais. Il y a cette façon-là de s'adapter. Il y a aussi émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je digère ma peine? Puis je l'honore aussi, cette peine-là pour le monde, tu sais. Puis comment est-ce que je cultive une sorte des émotions par rapport à l'environnement puis à la planète, parce qu'il y a des gens, puis moi je pense que je suis un peu coupable de ça. Je suis un peu aliéné. Je suis comme, Mhm. Mm-hmm. ça me dérangerait pas qu'on aille tous vivre dans des buildings gris puis qu'on laisse la nature au loin. Mhm. Pourquoi est-ce que j'ai pas le besoin de voir des oiseaux? Puis ouais, c'est quand même rough comme constat, tu sais. Oui, oui. Fait Ben, ça existe, puis ça existe un peu en chacun de nous, là, tu sais. Ben, pas nous tous, je vais pas généraliser, parce que tout coexiste un peu, mais ça, c'est quelque chose, là, tu sais, c'est pourquoi on a oublié de raisonner avec le monde. On est aussi peut-être pris dans une accélération qui fait en sorte qu'on n'a plus l'espace puis la mise à disposition pour raisonner avec le monde. Ouais. Puis aussi, évidemment, ben, perso, si t'as pas été éduqué à aimer, ben, probablement que il va y avoir moins de chances aussi que il y a moins d'affect en jeu, tu vois, il y a moins de chances que tu raisonnes aux nouvelles ou mais en même temps, c'est quand même un assez lourd constat, mais je pense que tantôt t'avais dit pas tout à fait Pas tout à fait. sur le fait que tu sais ça serait correct, tu sais on pourrait vivre, tu sais, dans des gros buildings, on a le luxe, tu sais, pour aller vivre dans des gros buildings gris pis tout. Mais en même temps, quand tu y penses un peu, est-ce que la technologie va vraiment nous sauver? Est-ce que les buildings gris vont être le mur entre nous puis la nature? Puis après ça, est-ce que ça va être encore pire? Fait que je me dis, genre, some way,
on émerge de la nature, on est bien dans la nature. Il y a tellement de littérature qui nous montre que au niveau du bien-être, au niveau de la restauration de notre champ attentionnel, c'est important. Je sais pas. Moi, je pense que me souviens plus exactement de l'étude, mais j'avais entendu... en fait, j'avais vu... je veux pas quoter des affaires inutiles, mais on va y aller un peu au pif. Ah ouais, non. Bon, c'était une étude. Je sais pas où je l'ai trouvée. Je vais pas mettre la référence en description, mais elle est assez famous, fait que sûrement que si vous tapez une coupe de mots-clés, vous allez pouvoir la trouver. Donc, ils avaient demandé aux gens de leur dresser un portrait d'un endroit qui les rendait calmes, qui les apaisait, qui les rendait bien. Puis la majorité des gens finissaient par dépeindre les mêmes éléments, peu importe leur culture. Puis c'était toujours, justement, des éléments naturels. Il y avait toujours un lac. Il y avait toujours un lac dans l'endroit apaisant. L'eau, un lac. Il y avait toujours des plantes. Il y avait souvent un endroit un petit peu protégé, genre une petite grotte. La petite grotte, l'habitation. Ouais, c'est là ça. Où on habite. Ou une petite maison, ou un Protection. chalet, ou tu sais, quelque chose comme ça. C'est vrai, c'était toujours proche de la nature. Donc c'était toujours proche de la nature. Il y avait des éléments de notre imagination collective qui sont naturels. Ouais, bref. C'est ça. Puis ça m'amène à me poser des questions sur, ok, présentement, tu sais, je vis des éco-émotions. Je me dis, il y a plein de choses que je vis à l'intérieur de moi, puis je sais pas trop quoi en faire, mais comme tu as dit, on est des humains, il faut les accepter. Mais est-ce que tu dois beaucoup avoir lu sur comment prendre ces émotions-là, puis les rendre un moteur d'action? Comment on passe cette étape-là? Comment on tombe pas dans le déni? Comment on tombe pas dans la déplétion d'énergie? Comment on s'en va vers l'espoir? Comment on s'en va vers l'action? Oui. Ce comment-là, ce chemin-là, qui est unique à chaque personne, tu sais. Puis que chaque personne a un cadeau à donner, tu sais. Absolument. On vient de quelque part, on a des bras, tu sais, on peut changer. Puis comment canaliser ça, puis que ça nous drive, parce que, tu sais, les émotions dites plus négatives, c'est quelque chose qui, on a l'impression que quand t'es au milieu du trou un peu noir, très noir de la dépression, tu sais, appelons-la par exemple l'éco-dépression, t'as l'impression que tu peux rien faire. Absolument. Puis que tout est tellement grand, puis que t'es tellement déconnecté du monde, puis que t'es toi-même avec des ruminations, puis c'est pas le fun, tu sais, c'est aversif. Puis j'ai l'impression que ce comment-là, de comment canaliser ça, c'est aussi prendre en considération la complexité de la réalité humaine, du fait que ces émotions-là sont normales, sont vécues. Tu sais, c'est surtout que, je pense, qu'est-ce qui est le plus délétère, qui est le plus nocif, en fait, là-dedans, c'est qu'on n'en parle pas. D'où l'importance des éco-émotions. Première affaire, c'est d'en parler, de les nommer. Exactement, les valider. Ok, c'est ça. Comme dans un processus thérapeutique. Tu sais, c'est le médecin. Le médecin, il peut pas te cacher que t'as un cancer si t'as un cancer, là. C'est juste non éthique. On doit faire la même chose avec nos enfants. Puis à partir de là, ok, j'ai réalisé ça, puis ça prend du monde pour digérer ça. Comme un diagnostic en psychothérapie. Une fois que c'est nommé, ok, t'as tel diagnostic, là on peut commencer à rendre ça positif ou du moins l'accepter. De l'accepter, puis ensuite, puis de savoir que c'est pas immuable non plus, que tu peux changer, que c'est un processus, c'est comme une condition. Qu'est-ce qu'on t'a donné, qu'est-ce que t'en fais? Puis l'adaptation, c'est qu'est-ce que t'en fais aussi. Puis j'ai l'impression que d'accepter la réalité complexe du fait qu'on est humain puis qu'on a des émotions, c'est que une journée ça peut être vraiment dark, une journée ça peut être vraiment light, puis de pouvoir prendre tout ça puis d'avoir les gens autour qui nous supportent là-dedans. Ce qui est juste un très dommage, c'est que tu sais ces processus-là juste émotifs, mais encore plus éco-émotifs sont, je me souviens plus du terme en anglais, mais c'est en français, c'est disenfranchise ou non reconnu ou comme des deuils que c'est pas un deuil ça. C'est pas un deuil là, ton deuil environnemental. Va pleurer petit millénial ou millénarial ou je sais pas. Fait aussi non seulement accepter ses propres éco-émotions, mais aussi valider celles des autres. Ça c'est une deuxième piste. Exactement. Puis d'accepter la complexité, moi pour ma part, c'est comme OK, j'ai pas à toujours être d'une certaine façon, tu sais, j'ai mes saisons moi aussi. Puis de
d'avoir, c'est ça, plusieurs niveaux, je te dirais, d'attention, en termes de, tu sais, de voir le macro, mais aussi de voir le micro, de voir qu'est-ce qui est proche de moi, puis qu'est-ce que je peux faire maintenant. Parce que si t'es juste attaché au passé, à la perte environnementale, par exemple, ou à regardons tout ce qui est perdu, regardons comment ça va pas bien, puis de l'appréhension du futur, tu sais, quand t'es pris un peu trop dans le futur, trop dans le passé, sont où tes deux pieds, tu sais, t'es un peu disloqué, tu tiens pas debout là où t'es en ce moment, puis que tu peux agir, parce que c'est toujours dans le présent que le changement s'opère, puis que le changement peut agir. Le changement peut agir. Le changement peut agir, let's go! mais d'être actif, puis cet espoir-là qu'on cultive, c'est un espoir qui est actif, puis qui se fait dans l'action, en fait. C'est l'action qui apporte l'espoir, qu'importe si elle est attachée ou non à un succès, tel qu'on l'entend classique dans notre monde un peu de progrès, tu sais. En réussi, ben, toutes nos petites actions, de les faire, toutes nos petites actions micro, quand on se lève le matin, puis on voit que le café qu'on a pris, par exemple, c'est pas un café équitable, ou de se mettre en lien aussi. Je pense que ça, c'est une des clés. Fait que identifier nos émotions, après ça, les valider quand c'est les émotions des autres, accepter nos émotions, être en lien, puis vivre les émotions en groupe, comme t'as dit, c'est comme un réseau, puis l'action à la fin, c'est comme ultime actualisation de ça. Puis l'action vient aussi transversalement, un peu tout ça. Est-ce qu'on peut parler peut-être un peu de quelques actions qu'on pourrait prendre? Qu'est-ce que les gens Commencer peuvent par faire individuel, mettons. Là. Ok, individuel. Individuellement, on peut se voir collectivement. Ça serait le premier truc. Parce que pour vrai, c'est tellement beaucoup les messages qu'on entend, recycle. C'est toujours à la deuxième personne, dans l'impératif, un peu, genre. On énerve le compost aussi, là. Exactement. Oui. Ah, c'est correct, on a du compost. Ah ouais. Tout est chill. Puis ça garde les actions dans la sphère qui est privée. Fait que ça, il se passe rien d'autre, là. T'as fait ta job, là. C'est chill, là. Mais le monde brûle. Mais t'as fait ta job. Mais le monde brûle. Mais t'as fait ta job. Tu sais, il y a comme un gap, là, un peu tragique entre les deux. Fait que j'ai fait une petite erreur en disant individuel. C'est toujours collectif. Non, mais ça ouvre la porte à montrer que, finalement, on est toujours collectif. Puis que c'est pas juste dans les sphères politiques, telles qu'on l'entend dans les paliers municipales, provinciales, fédérales, que le politique s'opère. C'est comment, où est-ce que t'achètes tes trucs, comment tu fais ta bouffe, c'est quoi ton lien? C'est quoi ton lien à cet objet? C'est quoi ton lien à la nature? C'est quoi ton rapport? C'est quoi ta relation? Puis c'est quand tu prends la relation, à partir de là, c'est comme, ok, tu deviens un peu plus conscient, je trouve, où ton action, elle arbore, elle est plus en ligne avec tes valeurs aussi. Tu sais, quand on sait qu'il y a juste 9% de qu'est-ce qu'on recycle au Québec qui est réellement recyclé, puis je recycle. Pour ma part, mes valeurs sont pas à la même place, là, je suis comme, bon, mais ça sert à rien, puis j'ai toujours comme un petit, ça sert à rien, ça. Mais c'est d'élargir la sphère individuelle à la sphère collective. Mettons un exemple concret de ça. Tu sais, toi pis moi, on se promène souvent en vélo. Yep. Puis là, le monde voit, les décideurs politiques, comme Valérie Plante, voient que beaucoup de gens se promènent en vélo, créent des bandes comme le Rêve à Montréal. Le réseau Express Vélo sur Saint-Denis. Là, tout d'un coup, les gens voient le Rêve, puis sont comme, finalement, c'est pas aussi non sécuritaire de faire du vélo que je croyais. Puis les gens commencent à faire du vélo. Donc, ça prend l'individuel au début, de comme, voici un mode de vie qui est possible. C'est vrai. Puis ça l'amène au collectif, parce que le politique voit ça, puis là, le politique amène des moyens pour que plus de gens puissent prendre des actions individuelles qui sont bonnes. On a vraiment parlé de l'épicerie aussi, vous avez mentionné les épiceries. Comment, c'est quoi un exemple concret de comment les gens peuvent changer leur épicerie pour aider dans cette crise? Exemple concret, le lien avec d'où elle vient, cette épicerie-là. Est-ce qu'elle est locale? Ça veut dire quoi pour les gens qui sont pas... Est-ce qu'elle est locale? Oui, est-ce qu'elle est locale? Oui. Donc acheter local, c'est mieux que d'acheter des choses qui viennent des autres pays? Ça dépend encore là. Puis je comprends pas pourquoi il y a pas de tag encore à ce jour. Ça, c'est quelque chose que politiquement
pour élever les consciences par rapport à notre épicerie. Il devrait avoir, tu sais, des petites étiquettes avec des... Le nombre de CO2, le kilogramme de CO2 qui est dans ta pomme. Exactement. Le kilogramme de CO2, parce que des fois, tu fais venir des affaires de loin, mais c'est moins polluant que s'ils viennent de ta localité. Exactement, parce Fait que que ça c'est peut être des complexe, trucs ça. super, c'est extrêmement complexe, puis c'est pour ça que c'est... Quand mettons, t'es québécoise, québécois, t'as pas beaucoup d'argent, t'as pas le temps de On se sent impuissant aussi. tu te sens impuissant, là, c'est difficile, fait que ça prend à la fois ces mouvements-là individuels pour que le politique, tu l'as dit, reconnaisse, mais les leviers de changement, c'est comme plus rapide, tu sais, on est un peu sur le mode de l'urgence avec la catastrophe socio-écologique, c'est politique, c'est pour ça, mettons, par exemple, Extinction Rébellion avec l'action directe, tu sais, de vraiment venir disrupt le business as usual, le quotidien, mais en même temps, tu veux pas juste disrupt, tu veux aussi entrer en dialogue pour changer, parce que si tu fais juste disrupt, te placer en rupture, tu vas rien construire réellement, puis les gens à qui t'as dérangé le quotidien vont juste pas t'aimer, puis ça nuit à ta cause. Quoi qu'en même temps, ça fait en sorte qu'on t'a reconnu, qu'il y a des articles scientifiques, ça ouvre le dialogue, c'est extrêmement complexe. Puis d'aller faire son épicerie, je pense que c'est un bon exemple parce que c'est la bouffe, là, c'est le lien avec la nature, c'est qu'est-ce que tu manges. Puis il faut aussi se dire, ça prend justement du temps, ça prend des revenus pour se nourrir bien. Fait que Ça, nous, on cherchait tellement une réponse spécifique en te posant ces questions-là, puisque je te l'aurais posé aussi. Puis, on s'attendait à ce que tu dises, mettons, manger moins de viande, manger local. Puis là, ce que t'es en train de me dire, c'est comme, dire ça, c'est comme un peu d'une perspective de personne riche qui a le luxe de pouvoir s'acheter ce qu'on veut. C'est-tu un peu t'as ça, le luxe comme... du choix, t'as cette liberté-là parce que t'as de l'argent. Oui, exact. C'est la nuance. Mais je pense que c'est encore possible, mais c'est que ça prend des changements structurels, tu sais, aussi. Tu sais, l'épicerie, ça reste encore l'épicerie. C'est pas c'est pas Jean-François. Le fermier. le fermier ou Diane, qui a ses chèvres, qui t'a échangé des savons parce qu'elle fait aussi du savon de chèvre avec du lait de chèvre. C'est pas, tu sais, c'est l'infrastructure, comment est-ce qu'on la conçoit. C'est finalement la normalité. Qu'est-ce qui est normal pour nous? Puis t'as-tu des pistes pour s'impliquer dans des communautés comme ça? Parce que ça a l'air d'un travail gargantuesque, puis on est fatigués, nous autres, après nos 40 heures puis nos 20 heures de podcast. Absolument, absolument. Fait qu'est-ce que tu peux faire en 10 minutes? Qu'est-ce que tu peux faire en 5 minutes? Mais une chose que je pensais qui était une bonne action concrète un peu de cette discussion, ce serait peut-être être un peu moins passif envers les problèmes, de peut-être aller en parler aux gens. Tu sais, il y a des gens qui sont pas aussi woke, disons, tu sais, on pourrait être plus actif, dire aux gens, non, tu sais, on a ce problème, on peut faire ça, je sais pas, peut-être prendre le podcast et partager avec des amis, des choses comme ça. Le lien. Qui puissent, tu sais. Le lien encore, toujours le lien. Les plus de gens commencent à être un peu plus en lien avec la problématique, à y penser à tout ça avec la communauté. Avec tout le monde ensemble, on peut pousser à plus de changements. Si, disons, les politiciens voient, ces gens-là, ils veulent ce type de choses, ouais, ok, on va commencer à faire ce type de choses. Exact. Donc, je pense que ça, c'est une bonne action concrète. D'être, aller en parler aux amis, par exemple. Oui, puis chaque petite action, tu sais, on est dans une toile un peu de la vie, là, avec l'arbre qui fait en sorte qu'on puisse respirer, puis qui nous donne des feuilles de papier pour qu'on puisse imprimer nos travaux. Puis de réaliser qu'une petite action aussi a des répercussions, comme le battement d'aile d'un papillon au Mexique, qui peut déclencher un ouragan ou participer au déclenchement d'un ouragan à quelque part d'autre sur la Terre. Tout est interrelié. Alors chaque petit geste compte, oui. Encore là, faut pas s'en tenir juste aux petits gestes. C'est d'élever la loi, la loi, ouais. La loi, c'est le meilleur lapsus que j'aurais pu faire. La voix, jusque dans justement le domaine législatif, pour appeler ça avec des mots un écocide. OK? Fait que là, par exemple, quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété, qui est beaucoup en lien avec ces problématiques-là, parce que ses amis aussi, parce que sa famille aussi, parce que il y a du lien qui se passe.
Et donc, la personne résonne, il y a de l'émotion, ça bouge la personne, ça peut la mettre en mouvement, à faire une petite vague au-dessus de l'inertie, ou même une plus grosse. T'as-tu une façon de parler d'environnement sans être moralisateur? Parce que là, tu me parles de raisonner avec du monde pis tout, puis moi, quand je parle d'environnement, je sens juste que je suis en train de shame le monde. Donc. Mais oui, puis moi aussi, moi je suis le doom and gloom guy, narrative doom and gloom. Mais est-ce que tu connais un peu des techniques pour parler d'environnement de manière en résonance, de manière rassembleur, créer des liens? Ben, que ça fait, tu sais, de tous ces actes, tu sais, on parle beaucoup d'action, d'activisme, de mise en action, de changement, tu sais, on est beaucoup dans le faire. Elle doit être accompagnée aussi d'une manière d'être, tu sais, pour ce faire, pour pas nécessairement répéter les paradigmes, les façons de voir le monde ou d'entrer en relation avec l'environnement, qui sont, ben, on le sait bien, on en a un petit peu la preuve, là, ça se réchauffe, ça brûle, ça meurt, ça a pas d'allure, tu sais. C'est chaud. C'est pas ça qu'on veut, tu sais. Fait qu'il y a un double dividende à faire ces actions-là. Ça nous rapproche de la nature. Tu sais, sont où les réponses un peu à toutes ces questions-là? Tu regardes la nature un peu, puis t'es comme, ah, ok, c'est résilient, il y a de l'espoir, tu sais. Ça se peut. Amener des gens à voir la beauté de la nature avec toi. Sinon, comment tu veux la protéger? Si c'est pas ça que tu vois que c'est beau, puis que tu l'aimes, puis développer, puis de se voir un peu comme le monde, tu sais, on est une partie du monde, puis je trouve que les métaphores, ça peut beaucoup aider aussi pour rejoindre les gens en images, parce que ces images-là existent entre chaque personne. Fait que moi, j'aime beaucoup l'image, je pense que je l'ai dit tantôt, là, mais de se voir comme un système immunitaire, finalement, du vivant qui habite notre planète. Une partie active d'un gros organisme, que même si on est on doit être genre 0.0001% de la masse de la Terre, mais ce petit pourcentage de masse-là est capable de faire tourner ça à droite ou à gauche. Mais oui, on est rendu là, tu sais, c'est à ce point-là notre civilisation est évoluée, mais évoluée aussi pour, en tout cas, changer les choses, transformer, puis réinterpréter. Parce que on peut pas répéter les mêmes façons d'être, façons de faire, cet ethos-là qui nous a menés jusqu'ici un peu, tu sais, on doit, comme dans un jeu. Un jeu, c'est sérieux, tu sais, aussi. On doit bouger les pièces, regarder les mythes. C'est pour ça aussi qu'on peut parler, mettons, d'écoféminisme. On peut parler d'intersectionnalité aussi. Tu sais, bon, ben, dans les jeux, dans le jeu de l'humanité, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de pouvoir, tu sais. Fait que ce serait peut-être bien une petite redistribution parce que cette histoire-là du capitalisme est un petit peu désuète. Ouais, l'affaire le fait intersectionnel de dire la lutte climatique doit être une lutte sociale aussi. Oui. Si on s'en sort, puis qu'il y a encore des gens qui sont, pour ainsi dire, des esclaves au Bangladesh, est-ce qu'on s'en est vraiment sorti? Oui. C'est vraiment comme une cloche qui sonne, puis toi t'écoutes, t'es comme ah ok, ça sonne là. Ça sonne là, faut... Ça sonne. Ça sonne, là. Il y a une autre étape après que ça sonne, là. Quand tu réalises un peu la magnitude de tout ça, c'est comme bon. Puis l'autre étape, pour moi, elle m'apparaît beaucoup plus... elle m'apparaît extrêmement difficile, mais plus vraie. En tout cas, je sais pas. Plus... il y a de l'opportunité, il y a des potentialités. Puis comme dans chaque chose, mais une potentialité, ça peut se prendre ou ne pas se prendre. Ben, c'est le temps de vivre nos éco-émotions, de prendre les potentialités, d'aller à l'action. Puis merci beaucoup Simon d'être venu au podcast aujourd'hui. De se mettre en lien. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci, c'était vraiment une bonne conversation. Des idées qui vont un peu partout. Mais non, je pense qu'on a réussi à rester un peu streamline. Cool, merci à vous. Et merci à vous d'avoir écouté à la maison. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir écouté Orders of Magnitude. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez l'épisode avec vos amis et votre famille. Si vous aimeriez nous donner votre avis, vous pouvez toujours nous contacter à ordersofmagnitudepod@gmail.com. Orders of Magnitude est un projet réalisé par Philippe Carl et Matthias Schultz. La musique originale a été composée et interprétée par Vincent Nellis. On se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode.